Thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Radio Livre en Périgord pour parler mouvement, thérapie et danse avec Christine Zwingman. Bonjour Christine. Bonjour à tous, bonjour Julia. Christine, vous êtes dans l'enseignement de la danse-thérapie et auto-entrepreneuse. Vous êtes danseuse, artiste, chorégraphe. Vous avez une longue carrière de danseuse derrière vous. Parlez-nous de votre parcours. Alors, mon parcours a commencé à Genève où j'ai débuté dans la danse classique, dans une école privée. Puis ensuite, j'ai été amenée à chercher une place de danseuse. Et j'ai pu trouver une place grâce à une bourse de danseurs, comme ça existait à l'époque, qui réunissait toutes les compagnies qui cherchaient en fait des danseurs à pourvoir, en fait des places à pourvoir. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à partir en Allemagne, dans un théâtre d'État à Ratisbonne, où j'ai commencé ma carrière de danseuse classique. Il faut savoir que dans ces théâtres d'État, eh bien, il faut tout faire. Il faut danser le cabaret, il faut chanter sur scène. Et on danse tous les jours. On danse dans les opéras, on danse dans les ballets. Enfin, tous les jours, on est sur scène. Donc, c'est très formateur parce qu'en sortant d'une école, forcément, la pratique, à part des spectacles que nous vivons une fois par année, les auditions, eh bien là, on est confronté tous les jours. Et donc, le problème, c'est de ne pas devenir fonctionnaire. Puis de monter sur scène avec l'habitude, parce que c'est comme ça qu'en fait il y a les blancs qui arrivent et les trous de mémoire. Donc voilà, il faut vraiment avoir la danse chevillée au corps et chaque fois vivre la danse comme une première fois. Et ensuite j'étais à l'Opéra d'État au Théâtre National de Munich. Et là j'ai dansé le Lac des Cygnes, enfin tous les grands ballets, mais j'ai eu une espèce de ras-le-bol, une espèce de rejet en fait de tout ce qui est danse classique, et j'ai essayé de trouver en fait une autre voie en fait pour m'exprimer. Et c'est là que j'ai trouvé en fait, les mots. Le rejet, il est passé par quel biais? Comment vous avez su que vous rejetiez à un moment donné la danse classique et que ça devenait difficile pour vous d'exercer dans le domaine? En fait, j'ai essayé de trouver un autre poste de danseuse. Et puis, en fait, j'ai pas réussi parce que la profession est très engorgée. Et puis, vous avez des auditions, il y a 500 danseurs et vous avez un poste et encore. Et donc, j'en avais marre de pas pouvoir aussi, de pas trouver quelque chose qui me convienne, une ville dans laquelle j'aimerais rester. J'en ai assez de ce côté un peu bestiaux, foire aux bestiaux. J'ai trouvé ça indigne et inhumain. Donc je suis retournée chez moi à Genève et c'est comme ça que j'ai créé ma propre compagnie. Donc vous avez créé votre propre compagnie en quelle année et sous quelle forme ? Alors, c'était dans les années 90. Et justement, comme j'ai trouvé la poésie en moi, la poésie des mots, j'ai commencé à écrire et c'était tellement prolixe que j'écrivais que j'ai pu en fait présenter ça à des éditeurs. Et c'est comme ça que j'ai été éditée et amenée en fait dans ce milieu de la poésie. Et en fait, j'avais envie de joindre le corps et les mots. Parce qu'effectivement, la danse, je l'avais toujours en moi. Bien sûr, je respire danse, mais dans mes veines, il y a la danse. Donc, je ne pouvais pas m'éloigner comme ça d'un coup. C'était juste le côté étatique qui ne me plaisait pas, ce côté non autonome. Et donc, j'ai pu joindre en fait la poésie avec les mots, en fait. Donc, c'était un moyen d'expression différent de la danse. Vous avez trouvé un autre moyen d'expression artistique, finalement, par la poésie. Vous êtes poète, auteur, vous êtes donc une littéraire. Vous avez écrit 3 recueils poétiques, dont un commun avec votre mari, Jean-Noël Queneau. La médaille donc du Sénat, vous l'avez eue en 2003 pour cet ouvrage commun avec votre compagnon qui s'appelle Amour dissident. Dites-moi un peu plus sur cet ouvrage. Il a été primé finalement. Est-ce que c'est un ouvrage qui vous tient particulièrement à cœur plus que les autres ? Oui, parce que en fait, c'était la première fois que je parle de moi là, mais c'est la première fois que je parlais d'amour.
C'était la première fois que je rencontrais vraiment l'amour. Et avant, mes textes, mes 3 recueils, il y avait des petites nouvelles fantastiques et il y avait de la poésie, mais révoltée, comme on l'est des fois quand on est jeune. Bon, j'ai gardé cette révolte, mais là, parfois quand je relis mes textes, c'est très nature, à quelque part. Et bon, il y a toujours des images de la nature d'ailleurs. Mais voilà, là, j'étais arrivée à un point où je pouvais enfin écrire des poèmes d'amour, ce qui n'était pas du tout d'une évidence. Et en fait, on a composé ce recueil, chacun de son côté. Et après, on a mis les textes ensemble. Et des fois, on ne sait pas qui a écrit quoi. C'est une telle fusion. Alors, on n'a pas le même style, mais quand même, la fusion y était. Et voilà, donc et c'est avec mon mari que j'ai créé cette compagnie où on a fait des tournées entre la poésie, donc pour des festivals de poésie où j'ai dansé, où j'ai incarné la poésie, en fait. Des textes écrits par Jean-Noël Queneau ou par d'autres auteurs. Et je continuais, en fait, à me mettre en état poétique par mon corps. Et le corps, finalement, la danse, illustrait certainement d'une manière ou d'une autre les poèmes que vous travaillez, que ce soit avec votre mari ou seul. Il y a un lien étroit entre la poésie et la danse. D'ailleurs, coïncidence spectaculaire, vous avez finalement retrouvé un poème qui s'appelle « Éphémère hier ». Vous pouvez nous présenter ce poème, Christine? Oui. Alors, je l'ai retrouvé, mais je ne sais pas s'il y a des hasards, si le hasard existe. Mais l'autre jour, j'ai présenté ma chorégraphie sur ce qu'on appelle un solo dansé. Je l'ai chorégraphié sur une musique qui a été composée pour moi par Gilles Seigne. Et je l'ai présenté à Ribérac. Et ce solo s'appelle Éphémère. Donc, en regardant dans mon ordinateur, je tombe sur ce poème hier et je me dis, tiens, c'est marrant, ça correspond bien à ce que je viens de... Donc, il y a des coïncidences, des espèces de synchronicité. Et donc, si je peux vous le lire, si vous voulez. Donc, son titre, c'est Éphémère, bien sûr. Lambeau flamboyant, les jambes créent la courbe du feu. Vague chahutée, les bras racontent la houle grise. Cœur déchiré, le souffle rythme l'amour retenu. Pluie pénétrante, les doigts chantent l'infini du but. Centre absolu, le nombril aspire l'apnée du jour. Très beau poème. Donc Éphémère. Vous l'avez créé en quelle année, ce poème? Est-ce que vous avez l'année de création J'ai créé ça. Donc j'ai écrit plein de poèmes depuis 2003, mais sans vouloir les publier. Tout ce qui va autour de la poésie me déplaît, entre les salons et tout ce qu'il faut faire pour exposer. Ça me fait penser de nouveau à une foire aux bestiaux, comme j'avais vécu ça dans mes auditions de danse. Donc voilà, je n'ai plus cherché d'éditeur. Vous avez gardé ces poèmes pour vous, oui. Pour vous exprimer à titre personnel, créer un lien avec la danse, un lien direct entre le mouvement, finalement la thérapie poésie-danse. Christine, vous travaillez également avec des personnes aphasiques. En parlant de thérapie, vous travaillez sur Paris 2 fois par mois depuis 10 ans avec des personnes aphasiques. Donc, vous utilisez avec elles des images poétiques. Donc, vous utilisez beaucoup les poèmes pour contourner les difficultés d'élocution avec ces personnes. En quoi consiste ce travail précisément ? Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est l'aphasie, mais souvent on appelle aphasie en raccourci, c'est-à-dire que c'est souvent des personnes qui ont vécu un accident vasculaire cérébral et assez fréquemment, c'est le côté gauche du cerveau qui est touché. Et dans ce côté gauche, il y a l'expression, donc trouver des mots, parler, donc la parole, et à la fois, il y a la motricité qui est juste à quelques fractions de millimètres. Et alors, donc, ça veut dire que la personne qui subit cet accident est ce qu'on appelle hémiplégique, c'est-à-dire la moitié du corps qui n'a plus de sensation. Et c'est souvent le côté opposé, le côté droit, qui est touché. Et donc, c'est toute une rééducation à faire, très lourde, mais qui a l'espoir. Il y a toujours un progrès qui peut être fait. Et en même temps, il y a aussi la parole qui manque. Imaginez que vous arrivez dans une boulangerie et que vous puissiez même plus dire ce que vous avez envie d'acheter et que
parfois, les personnes, elles ont honte, elles disent, mais... parce que des fois, quand il n'y a pas d'hémiplégie, forcément, ça ne se voit pas. Et l'aphasie est très difficile dans la vie quotidienne aussi. Donc voilà, donc en fait, il faut retrouver la sensation du corps, à minima, ce qu'on peut. Voilà, c'est toujours des petites choses. On avance dans du minime, la sensation. Et puis aussi, il faut retrouver des mots. Et des fois, quand on persiste sur un mot ou quand on essaie de travailler... parfois, j'ai beaucoup travaillé avec des orthophonistes qui sont des personnes formidables et qui aident énormément les aphasiques. C'est un métier merveilleux. Et souvent, c'est les orthophonistes qui ont, grâce à leur travail, pu faire des progrès, faire des progrès. Alors, bon, moi, j'essaie de pas trop non plus de parler, de faire parler un mot ou de sortir un mot, parce que parfois, avec le stress, on arrive encore moins à trouver le mot. Donc, j'essaie de contourner ça avec des images poétiques. Parce que de toute façon, les mots ensemble, on n'est jamais vraiment... on perçoit les mots ou l'association de mots différemment, mais ça nous ouvre quelque chose, ça va des fois droit au cœur, et parfois il y a une émotion qui ressort de cette image. Et justement, avec ces images, on atteint autre chose chez la personne, et on sort des habitudes. Parce que pour moi, la danse, la thérapie dans la danse, ou par la danse, c'est de sortir, c'est de contourner les habitudes. Parce que parfois, ces personnes, elles sont beaucoup dans le médical, dans ce qu'on peut dire de soins en blouse blanche, quoi. Et souvent, c'est important de sortir de là et d'avoir des notions de corps sans passer par le soin médical, en fait. Voilà, de passer par la poésie. Donc la personne, finalement, va avoir un blocage psychologique suite à l'AVC, mettons, si j'ai bien compris, du côté droit du cerveau, qui va directement impacter finalement toute la tranche latérale gauche du corps. Ce blocage au niveau d'un mot lié à un blocage cérébral, finalement, va être contourné. Vous contournez aussi tout ce qui est plasticité cérébrale. Vous allez vraiment chercher à utiliser d'autres hémisphères du cerveau, notamment tout ce qui est sensation du corps, émotionnel, pour permettre à la personne de dire le mot, mais de manière détournée, de manière différente. C'est bien ça, Christine ? Tout à fait, vous avez bien vu la chose. Et en fait, c'est vraiment de ne pas se stresser. En gros, c'est ça. Chez tout le monde, c'est pareil. Parce que quand on est là et on essaie de dire un mot, c'est affreux de devoir insister. Donc, effectivement, de passer par autre chose, par le corps pour s'exprimer. En fait, la danse, le corps, c'est un langage. C'est un langage comme les mots. Simplement, on contourne la difficulté des mots et on peut s'exprimer parce qu'on a besoin de s'exprimer. Tout le monde a besoin de s'exprimer. Le corps, c'est le premier qui s'est exprimé quand on est bébé. On n'a pas les mots encore. Et le corps, il va s'exprimer notamment dans le cadre de la maladie, de la pathologie. Christine, vous avez écrit un mémoire justement sur la maladie d'Alzheimer. Ce mémoire s'appelle « La danse dans le processus thérapeutique chez la personne âgée atteinte d'Alzheimer ». Dites-nous un peu plus, partagez-nous un petit peu tout le travail de prévention primaire que vous avez fait avec les personnes en situation d'Alzheimer. Alors, j'ai eu la possibilité de travailler dans une unité de long séjour à l'hôpital de Corentin-Selton, à Issy-les-Moulineaux. Et aussi, j'ai eu l'autre pan, c'est-à-dire les personnes qui sont en début d'Alzheimer, qui ont été diagnostiquées Alzheimer et qui ont ce diagnostic, puis ils savent pas trop comment faire. Enfin, c'est terrible au début parce que il y a le déni d'abord et voilà. Alors ils viennent une fois par semaine, ils viennent dans un hôpital de jour et puis ils ont des activités. Il y a des médecins qui les voient, ils ont des activités et il y a la danse entre autres. Et puis, donc, c'est très différent maintenant, l'unité de long séjour dans laquelle j'ai travaillé et l'hôpital de jour. Donc, il faut penser que quand la personne est en unité de long séjour, c'est la dernière demeure. Donc, ils sont à l'hôpital pour toujours, quoi. Enfin, il n'y a plus de possibilités. Il n'y a pas de progrès. C'est pas comme en aphasie où il y a toujours des progrès à faire. Il y a toujours de l'espoir. En Alzheimer, on essaie de trouver quelques étincelles d'expression, d'étincelles de présent et de relation avec les personnes. Et donc, il y a le corps qui est en perte d'autonomie, il y a la perte de mémoire totale, et ensuite, il y a les fonctions cognitives qui ne sont plus à jour. Et en fait, ça donne des troubles de comportement souvent. Quel type de troubles de comportement, justement, vous avez pu observer, notamment dans les personnes ayant un stade 3 dans la maladie d'Alzheimer ?
Alors, le trouble de comportement, c'est ce qu'on appelle une décompensation, c'est-à-dire une crise d'angoisse extrême. Et justement, quand j'ai travaillé avec ces personnes, donc l'équipe médicale amenait les personnes donc dans la salle de danse, enfin l'endroit qui était prévu pour la danse. Et parfois, les personnes, elles devaient négocier, elles devaient dire, bah voilà, aujourd'hui, vous avez la danse, mais les personnes, ça ne se rappelaient pas d'une fois à l'autre. Et parfois, quand moi, je venais aussi aider l'équipe des soignants pour chercher les personnes, bah, des fois, il y a quelque chose qui se déclenchait. Ils ne reconnaissaient plus les personnes, mais il y a quelque chose dans ma corporéité qui leur refaisait penser à quelque chose d'agréable. Parce qu'il faut surtout pas mettre en échec, il faut pas demander des choses, voilà, il faut laisser les petites choses s'exprimer, et il faut surtout un souvenir de quelque chose d'agréable, de quelque chose de corporel aussi, d'une autre, voilà, aussi de sortir du médical, de la danse est dans la joie, il y a la musique, il y a toute la notion de musique, de rythme, voilà, et ensuite, donc, à un moment donné, on avait toujours peur qu'il y ait une décompensation à un moment donné, aussi par rapport à quand elles reviennent dans la chambre, les personnes. Et ben, en fait, là, c'était déjà une bonne réussite par rapport à la danse parce qu'il n'y a pas eu de décompensation, il n'y a pas eu de crise d'angoisse. Et au contraire, l'équipe a remarqué qu'il y avait un plus. C'était la danseuse qui revenait. Et elles avaient gagné presque une identité et une personnalité, quelque chose d'humain, quoi. La danse amène quelque chose d'humain. Évidemment, moi, j'ai la bonne part des choses parce que l'équipe soignante, tous les jours, c'est tout sauf facile. Moi, j'avais le bon rôle, hein, si vous voulez, mais... Et donc, vous étiez vraiment dans une thérapie avec ces personnes. Vous avez vraiment observé des bénéfices pour ces personnes en termes de motricité et même en termes de souvenirs. Il y a des souvenirs qui ont dû revenir. Il y a les personnes à retrouver un repère grâce à vous. Vous savez qu'elles avaient votre activité à un certain moment de la semaine. Ça leur a amené, ça structurait la semaine? Oui, c'est un repère en fait dans la semaine. Alors là, on peut peut-être aussi parler de la prévention des personnes donc qui avaient été diagnostiquées. Donc là, c'était la danse était un peu plus un repère parce que pour les personnes qui sont très touchées en perte d'autonomie totale, disons, c'est plus difficile, c'est chaque fois à refaire. C'est chaque fois, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau présent et on recueille chaque expression intime, on recueille comme quelque chose de très précieux. Chaque échange de regard est déjà important. Mais maintenant, si vous prenez des personnes qui ont été juste diagnostiquées, il y a beaucoup de choses. On peut beaucoup travailler la danse en tant que telle maintenant. Et en fait, la notion de groupe, là, est très, très importante. Les personnes tout juste diagnostiquées, vous parlez donc de la prévention primaire, c'est-à-dire... au début de la pathologie, quand la pathologie est tout juste diagnostiquée, dans les premiers stades, c'est bien ça? Oui, dans les premiers stades où la personne, elle accepte plus ou moins d'avoir une dégénérescence et qui va aller en progressant. Donc, il y a besoin de trouver quelque chose qui nous amène un petit peu vers la légèreté, vers la joie et surtout l'expressivité corporelle pour redonner... En fait, ce qui est en jeu là, c'est aussi la perte d'identité quelque part. C'est d'avoir une nouvelle identité de malade, mais simplement de pouvoir sortir de cette identité-là et d'avoir le groupe qui est très soutenant et aussi d'avoir des joies telles la musique, de pouvoir avoir un rythme sur la musique, de pouvoir s'exprimer sur tout ce qui est naturellement, qui remonte des fois à la surface. Alors c'est pas, il faut savoir que c'est pas de la guinguette, hein, parce que des fois ça ramène la danse, les balles, les guinguettes, de toute façon, c'est pas l'idéal avec des personnes d'Alzheimer parce que ça peut aussi leur rappeler des mauvais souvenirs. Et vous parliez de groupe, vous parlez d'identité, c'est le cas aussi pour l'association dans laquelle vous travaillez dans le 13e arrondissement de Paris pour les personnes âgées, donc sur la prévention du vieillissement. Finalement, vous travaillez sur la prévention primaire avant l'apparition des symptômes de vieillesse, de vieillissement finalement, de la prévention secondaire, lorsque la personne a déjà des pathologies liées à la vieillesse comme de l'arthrose, mais également la prévention tertiaire. Finalement, vous êtes sur un accompagnement global des personnes âgées. Quel âge vous prenez en charge? De quelle façon? Et sur quelle temporalité, sur quel créneau par semaine? Dites-nous-en un peu plus. Alors là, quand on parle de Paris, c'est 2 fois par mois seulement. Et
L'âge, c'est à partir de 60 ans. Oui, quand la personne devient, selon les codes sociétaux, une personne senior. Mais en fait, c'est l'association Génération 13 qui accepte des personnes à partir de 60 ans seulement. Quelle association? Rappelez-nous le nom. Ça s'appelle Génération 13, qui est à Paris. Et puis, pour les aphasiques, c'est le groupe des aphasiques de l'Île-de-France. On n'a pas l'équivalent ici en Dordogne, hélas. C'est dommage. Les associations n'ont pas été encore créées en Dordogne. Il faudrait que je la crée. Il faudrait la créer. Il faudrait la créer parce que je pense que les accidents vasculaires, c'est pas seulement l'apanage de, si j'ose dire, ou plutôt à l'opposé à Paris ou ailleurs, mais donc il faudrait créer quelque chose comme ça parce qu'en fait, il y a vraiment des bons résultats. Et pour les personnes âgées, du coup, vous êtes sur de l'activité physique pour rester en bonne condition physique. Vous travaillez sur la prévention des chutes, sur l'équilibre. Dites-nous-en un peu plus. Alors oui, on fait à la fois un travail kinésithérapeutique, on peut dire. On fait un travail d'équilibre, beaucoup d'équilibre, et de stabilité, et puis de souplesse, et de rester aussi fit. C'est très important, mais tout ça avec la notion de danse, c'est-à-dire la notion artistique, c'est-à-dire la notion de musique, de rythme, et de l'imaginaire. Et toujours ce rythme qui revient. Le rythme nous ancre en fait. Et aussi fait qu'on peut travailler aussi la percussion, on peut travailler même des danses folkloriques parfois, et surtout on peut partir dans un imaginaire que j'utilise parfois avec la danse classique, un imaginaire du beau aussi. Et donc c'est vrai qu'avec les personnes âgées, vous travaillez également sur limiter les signes d'apparition de la vieillesse, limiter l'apparition de l'arthrose, de l'arthrite, qui est un phénomène inflammatoire corporel, l'arthrose avec l'usure osseuse dès la soixantaine souvent. Surtout pour les personnes qui ont fait beaucoup de sport dans leur vie ou les personnes justement qui ont très peu bougé, qui ont une usure osseuse précoce. Vous avez aussi certainement des cas de sarcopénie, une diminution de la masse musculaire qui est liée naturellement à l'âge, une augmentation de la masse graisseuse, une diminution de la masse musculaire. Dites-nous-en un peu plus à ce sujet. Oui, tout à fait. Alors, on fait des exercices qui sont donc d'assouplissement et de résistance physique. Tout ça en musique. Et donc, les personnes, souvent, ils disent « Oh, mais moi, je pourrais jamais danser ou je pourrais jamais lever la jambe comme ça. » Eh ben non, finalement, on contourne en fait les difficultés avec l'imaginaire, avec la danse. Donc, vous adaptez, vous êtes sur l'activité physique adaptée sans le vouloir. Voilà, on amène la joie. De la joie. C'est une forme de thérapie pour les personnes vieillissantes. Il y a un grand besoin, de toute façon, dans toute la France. Oui. Et toutes les personnes âgées devraient bouger. Oui, il faut rester en mouvement. Il faut toujours rappeler aux gens qu'il faut rester en mouvement, même si on a des difficultés. Justement, c'est justement là qu'il faut rester en mouvement. C'est très, très important. Et en parlant de mouvement, vous avez justement de nombreuses cordes à votre arc, on l'a vu, par la poésie, par l'activité physique adaptée, notamment en lien avec la pathologie. Vous avez aussi des ateliers de danse-thérapie, donc à une 40aine de minutes de Périgueux, dans le Périgord vert. Présentez-nous ces ateliers. Oui, alors je l'ai appelé Danse au château. Voilà, c'est pour que ça fasse moins danse-thérapie, parce qu'en fait, ce sont des groupes qui se sont formés de personnes qui n'ont pas envie peut-être d'apprendre forcément de la danse, qui disent « Oh, mais moi, je ne sais pas danser ». Voilà, c'est une danse pour tous. Évidemment, ça transforme un petit peu, donc c'est thérapeutique, mais c'est aussi de la prévention. Ça renarcissise, c'est-à-dire que ça redonne de l'estime de soi. Et en fait, cette séance, elle dure 2 heures. Elle est tous les mercredis chaque semaine, et ça redonne, disons, l'envie de bouger à certaines personnes qui n'ont peut-être pas le courage. Et la notion de groupe, elle peut donner une matrice pour qu'il y ait de l'expressivité. Il y a en fait le problème d'être un peu timide parfois, et ben justement, ça aide à sortir de soi-même, à s'exprimer. Et puis, on fait un petit peu de tout. C'est de l'improvisation essentiellement? Entre autres, oui, il y a de l'improvisation. J'ai une des participantes ou 2 qui viennent aussi, je crois, à vos ateliers. Tout à fait. En fait, on a des patientes Camille qui viennent justement sur les séances de danse au château. Une patiente notamment de la Camille m'en a parlé. Il y a un étroit lien finalement entre la Camille et la danse-thérapie que vous proposez, notamment par le travail postural, la conscience du corps, mais également un travail de renforcement et de souplesse. Justement, Christine, vous devez venir essayer une séance de médiété à la Camille. Les séances Camille, justement, permettent aux personnes de lutter contre les effets secondaires des traitements pour être mieux dans leur corps. Activité étroitement liée, finalement, à
votre travail de danse-thérapie, d'improvisation. Il y a un travail de groupe qui est très important, que ce soit dans le cadre de séances Camille en oncologie ou de vos séances également. Nous n'avons pas parlé de votre offre culturelle qui est relativement large. Vous proposez des spectacles, on va terminer dessus. Dites-nous-en un peu plus et donnez-nous les coordonnées pour vous contacter. Alors oui, donc ça s'appelle Beaurecueil Forge de la Poésie, car c'est vraiment une forge. C'était une forge royale, et donc la poésie, ça implique la danse, ça implique la littérature, etc. Et donc nous avons régulièrement donc des spectacles, voire des lectures. Nous avons une résidence aussi d'écrivains par notre ami qui a sa résidence du Goupillou juste en dessus. Donc on a des écrivains qui viennent présenter leur travail, on a des musiciens. Et on participe à Château en Fête, où nous avons tout un festival où il y a évidemment de la danse. Et puis, il y a des conférences. Et l'hiver, il y a des conférences au coin du feu. C'est toujours un petit peu pointu, mais toujours très, très intéressant. Il y a de tout. Donc, beaucoup d'émulation, beaucoup d'énergie, de dynamisme à votre image, Christine. Exactement. Dites-nous comment vous contactez, votre numéro de téléphone. Pour rappel, vous avez également une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Beaurecueil Forge de la Poésie. Le numéro de téléphone, vous allez nous le donner et on terminera sur ce numéro pour vous contacter si les auditeurs veulent vous joindre et venir essayer les séances. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 38 29 30 92, je répète, 38, 29, 30, 92 avec le 06 devant. Et puis donc, j'ai aussi une chaîne Instagram, Beaurecueil Forge de la Poésie, et puis le site jnqueno.com comme site internet pour la forge et pour les travaux de mon mari, Jean-Noël Queno. Très bien. Merci pour cette présentation, Christine. Merci pour ce parcours illustré avec beaucoup d'images poétiques. Nous ne manquerons pas d'aller vous suivre sur les réseaux sociaux et on se dit à bientôt sur les séances Camille. Merci Julia, avec plaisir. Merci Christine.